Bon, eh bien, ravi de vous retrouver. Vu la distanciation qu'on a bien voulu mettre en place, ça me permet, moi, de vous parler sans masque, donc ça va me faciliter un petit peu la tâche. Je tiens à préciser que, oui, effectivement, les maisons parlementaires en Pays Voironnais, c'est après toutes ces années qui ont abouti à l'inventaire en Pays Voironnais, il y a un sujet qui me tenait à cœur en même temps que Christelle, c'était effectivement ces maisons parlementaires. Alors inutile de vous dire que ça va être à travers mon regard, c'est une porte ouverte que je vous propose ce soir à découvrir cette thématique. Alors maison parlementaire en Pays Voironnais, je vais dire que tout commence en ce qui concerne ces maisons au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est une époque à laquelle les Grenoblois, que ce soit la bourgeoisie, la noblesse et puis ces parlementaires, éprouvent le besoin de quitter Grenoble, où ils ont un appartement, et puis de faire construire ou agrandir des demeures qui sont plutôt à la campagne. Donc ceci va leur permettre d'avoir des demeures un peu plus grandes, d'avoir également des jardins, et c'est là où on va voir que le lien entre l'intérieur de ces demeures et l'extérieur va être omniprésent dans leur quotidien, et puis pourquoi pas avoir une vue sur l'extérieur. Alors, comment va se dérouler cette présentation ? Bien effectivement, comme vous l'a dit Christelle, je crois qu'il faut comprendre l'association du terme demeure et parlementaire. Pour comprendre cette association, je vais dans un premier temps vous parler du Conseil Delphinal pour aboutir au Parlement du Dauphiné. Dans un second temps, je vous présenterai assez brièvement la manière dont on devient parlementaire. Et enfin, dans une troisième partie, j'ai eu envie de mettre en relation des hommes, des lieux et des demeures à travers 6 exemples. Le premier exemple sera le domaine de la Colombinière à Saint-Jean-de-Moiran, le second, la maison de la Tour à Saint-Aupre, le Clos Galbert à la Buisse, le château du Bourg, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de château de Saillès à Vorep, le château de Lomprat à Saint-Joire-en-Valdel, et le château de Virieu à Val-de-Virieu. Alors je recontextualise un petit peu parce que on parle du pays d'art et d'histoire en Pays Voironnais. Donc les 5 premiers exemples sont bien dans des communes du Pays Voironnais. Val-de-Virieu n'est pas dans la communauté de communes du Pays Voironnais, mais fait partie du pays d'art et d'histoire. C'est pour cela que j'ai choisi de terminer sur Val-de-Virieu. Et puis ensuite, nous continuerons en ce qui concerne le choix de ces demeures sur l'ensemble du Pays Voironnais. Alors en fait, tout commence au XIVe siècle. Alors au XIVe siècle, il faut essayer d'imaginer qu'on a une multitude de petits seigneurs et que ces seigneurs font leurs propres lois et encaissent les impôts qui leur sont nécessaires pour faire fonctionner leur petite seigneurie. Et puis au milieu de ces seigneurs, on en a un qui est important, c'est le dauphin du Viennois, Humbert II. Lui, il a un projet, ou plus exactement, il a une ambition, c'est-à-dire faire du Dauphiné une principauté capable de rivaliser avec ses voisins. Qui sont ses voisins ? La Savoie et la Provence. Donc c'est une grosse ambition qu'il a. Et pour ce faire, il va décider de créer ce qu'il va appeler un conseil delphinal. Alors, ce conseil delphinal va avoir un rôle principal, c'est que dans ce conseil, on va rendre la justice. Mais on va rendre une justice commune à tous les seigneurs du Dauphiné. C'est son premier rôle. Le deuxième rôle de ce conseil delphinal, ça va être de percevoir l'impôt. Donc au conseil delphinal, on va associer une chambre des comptes. Et le troisième rôle, qui n'est pas le moins important, c'est celui d'avoir une fonction militaire. C'est-à-dire que le dauphin du Viennois, il veut, par ce conseil delphinal, avoir une vue sur le plan militaire de la province. Dans un premier temps, il choisit d'installer ce conseil delphinal à Saint-Marcelin. Alors pourquoi à Saint-Marcelin ? Tout simplement parce que c'est la ville qui est à proximité du lieu où il habite, à savoir le château de Beauvoir-en-Royan. Et puis, j'ai dit qu'à cette époque-là, il y avait une multitude de petits seigneurs. L'un de ces seigneurs, c'est l'évêque de Grenoble, et il ne veut pas vexer, dans un premier temps, l'évêque de Grenoble. Nous sommes en 1337. En 1340, son projet, avec ce conseil delphinal, il se dit qu'il faut concentrer cette administration.
et il décide que la concentration va se faire dans la ville de Grenoble, en accord avec l'évêque, qui voit lui aussi un intérêt, parce qu'à partir de ce moment-là, Grenoble devient capitale du Dauphiné. Donc, on fait construire un bâtiment le long de l'Isère, capable de recevoir 12 conseillers. Donc, on fait un bâtiment tout en longueur, avec 12 chambres, 2 cuisines, un cellier, où l'on puisse accueillir des conseillers à la semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous rappelle, ce qu'il faut garder présent à l'esprit, c'est que ce conseil départemental, dans un premier temps, le plus important, c'est de rendre la justice. Donc, ces conseillers sont des juristes, ce sont des professionnels. C'est comme cela que tout commence. Sauf que notre dauphin du Viennois, eh bien, il est veuf et il est sans héritier. Donc, il voudrait transmettre le Dauphiné au plus offrant. Et vous le savez tous, en 1349, ce sera le transport du Dauphiné au Royaume de France. Mais il réussit à imposer des clauses. La première clause, c'est celle que vous connaissez tous, à savoir qu'à partir du transport du Dauphiné à la France, le fils aîné des rois de France doit prendre le titre de dauphin. Mais il n'y a pas que celle-ci comme clause. Il y a d'autres clauses qui sont tout aussi importantes, à savoir qu'avec le transport, il faut que le roi garantisse aux Dauphinois la conservation de leur liberté et de leur franchise. Et enfin, la troisième chose que le dauphin du Viennois, Humbert II, impose au roi de France, c'est que les Dauphinois, en dernier recours, soient jugés dans leur département. Ça, c'est très important. Alors, excusez-moi, pas dans leur département, on n'en est pas encore là, dans leur province, pardon. Ça, c'est important parce qu'il impose une gouvernance particulière en Dauphiné. Il faut attendre 1543 pour que le roi décide de transformer le conseil delphinal en parlement du Dauphiné. Sauf que, rappelez-vous cette fameuse clause, le fils aîné du roi doit porter le titre de dauphin. Donc, pour ne pas se mettre à mal avec les Dauphinois, c'est Louis II, dauphin, qui va devenir le futur Louis XI, qui va signer l'édit comme quoi le conseil devient parlement du Dauphiné. Ça va jusque-là? Alors, on va résumer, parce que le but, c'est quand même d'en arriver aux demeures. On va résumer en disant quel est le rôle du Parlement. Alors, le Parlement, vous l'avez compris, c'est une institution juridique. On va rendre la justice, mais à partir de 1543, on va rendre la justice au nom du roi. Pour simplifier, c'est notre cour d'appel actuelle. Institution judiciaire. Institution financière, puisqu'il y a une cour des comptes qui est rattachée au Parlement. Institution administrative. Pourquoi? Parce que c'est au Parlement du Dauphiné, qui a été édifié en même temps que le Parlement de Bordeaux, et le Parlement du Dauphiné devient le 3e de France, après celui de Paris et de Toulouse. On positionne la puissance de Grenoble à travers son Parlement. Fonction administrative qui est importante, parce que l'on doit enregistrer les lois. Mais les parlementaires ont un droit de regard sur ces lois. Je m'explique. Les parlementaires reçoivent une loi à inscrire. Avant de l'inscrire, ils vont l'étudier. S'ils ne sont pas d'accord, ils vont faire jouer ce que l'on appelle le droit de remontrance. C'est-à-dire que si sur certains points ils ne sont pas très d'accord avec le roi, ils vont lui adresser d'humbles remontrances. Le roi en prend acte, soit il dit effectivement on peut faire des modifications, il modifie la loi, elle pourra être enregistrée. S'il n'accepte pas les modifications proposées par les parlementaires, il leur dit non. De nouveau, les parlementaires peuvent faire jouer leur droit de remontrance, et là par contre ils adressent au roi d'itérative remontrance. On est un petit peu plus directif, mais il n'empêche que c'est le roi qui a le dernier mot.
Ça veut dire que s'il ne change rien dans sa loi, l'enregistrement, ça va être un enregistrement militaire, en présence du gouverneur de la province. Alors je vous explique tout ça, parce que ça veut dire que les parlementaires, eh bien, ils vont jouer un rôle de contre-pouvoir. Donc on positionne l'importance du Parlement. Pour positionner l'importance d'un lieu, on joue déjà sur l'architecture. Le Parlement du Dauphiné va s'agrandir, va présenter sur la place de prestige, que l'on appelle aujourd'hui la place Saint-André, cette façade que vous connaissez bien, qui n'a que très peu évolué, puisqu'aujourd'hui encore, cette façade Renaissance, quand on va sur la place Saint-André, c'est celle que nous découvrons, avec un élément quand même qui est relativement fort au niveau de l'architecture, c'est qu'au centre, cette tour qui est présente, elle accueille la chapelle. Donc c'est bien la preuve qu'on y rend la justice au nom du roi, et que la religion d'État, c'est la religion catholique, et que dans l'inscription de l'architecture, la religion est présente. Ça veut dire aussi que les hommes qui vont œuvrer dans ce Parlement, plus il va prendre de l'importance, plus eux-mêmes vont devenir importants. Je vais juste vous parler de quelques chiffres. Au début de la création du Parlement, on a un président, on a 4 conseillers, un avocat général, un procureur général, et puis on a quelques métiers annexes, des greffiers, des huissiers. À la fin du XVIIIe siècle, on aura 10 présidents, dont un premier président, 59 conseillers, toujours un procureur général, 4 avocats généraux et une multitude de métiers annexes. Tout ça pour vous dire qu'économiquement parlant, le Parlement, il va avoir un rôle important, puisque c'est tous ces petits métiers, c'est tous ces conseillers, ces parlementaires qui économiquement font vivre la ville de Grenoble. Donc ils ont un poids très important. Ce poids, il est visuel à l'extérieur comme à l'intérieur. On a un décor au niveau du Parlement qui doit être à la hauteur de ceux qui œuvrent. Ça veut dire aussi que les personnes qui n'étaient à l'origine que des juristes, il va y avoir aussi une évolution. Augmentation du nombre veut dire aussi catégorie sociale qui se met en place. Comment devient-on parlementaire? Au départ, on est juriste. C'est donc un métier. On est au service du roi. On rend la justice pour le roi en jugeant des habitants de la province du Dauphiné. Ça veut dire qu'on est l'intermédiaire entre l'État et le peuple. On est au service de l'État. Étant au service de l'État, ces juristes, dans un premier temps, ils vont être rémunérés. Sauf qu'au fil du temps, la rémunération, elle n'est plus assez motivante. Donc, on n'a plus assez de personnes qui acceptent uniquement par rapport à leur rôle et par rapport à la motivation financière, peu de gens décident de devenir des parlementaires. Alors, le roi va leur promettre et leur proposer un anoblissement. C'est l'apparition d'une catégorie sociale que l'on va appeler la noblesse de robe. Cette noblesse de robe, elle va bénéficier d'une reconnaissance sociale. Mais elle va aussi se heurter à une noblesse beaucoup plus ancienne, qui est la noblesse d'épée. Et pour ne pas heurter cette noblesse d'épée, on va proposer aux membres de ces familles d'entrer à leur tour au Parlement en devenant conseillers. Sauf que, problème, parce qu'ils veulent bien devenir parlementaires, mais ils n'ont pas de formation. Ils n'ont aucune formation juridique. Qu'à cela ne tienne. Ils n'ont qu'à acheter leur charge. Une fois qu'ils ont acheté leur charge, on va bien leur faire passer un concours qu'ils vont passer à Orange de préférence. Parce que s'ils vont passer leur petit concours à Orange, la veille au soir, ils auront reçu les réponses des questions qu'on va leur poser le jour de l'examen.
Ça veut dire tout simplement qu'on est dans la mise en place d'un statut social. Et ça, c'est important. Et Grenoble ne peut plus se passer de ses parlementaires pour la simple et bonne raison que ces parlementaires, cette nouvelle catégorie sociale, eh bien, elle va investir dans la vie économique. Elle va investir dans le commerce. Elle va investir dans l'industrie. Grenoble ne peut plus se passer de ses parlementaires. Alors, on a acheté une charge. On doit répondre à certaines exigences, mais on n'est pas du tout obligé d'être assidu aux charges qui vous sont assignées. Mais c'est normal, hein, parce que, rappelez-vous, le remerciement financier, il est de plus en plus petit. Donc, toute cette nouvelle noblesse, et puis cette noblesse d'épée qui est rentrée dans le Parlement, surtout la noblesse d'épée, elle a des domaines. Et ces domaines, il faut les faire vivre. Et pour les faire vivre, il faut qu'on soit sur place. Donc, on assoit au niveau de la fréquentation et du nombre de parlementaires l'importance du Parlement, mais on n'exige absolument pas une présence. Et c'est au XVIIe siècle que ces parlementaires, qui vivaient un petit peu en extérieur dans leur domaine, ont eu l'obligation d'avoir des appartements à Grenoble pour assister aux séances, et on va assister à une mode, celle qui est de dire il faut que notre fonction soit reconnue. Pour qu'elle soit reconnue, il faut qu'on nous voie. Pour nous voir, il faut sortir de la ville de Grenoble. Et c'est ce qui explique le fait que ces parlementaires vont décider de construire ou d'aménager des demeures qui sont à l'extérieur de Grenoble. Toujours dans cette volonté de se montrer, d'avoir une qualité de vie, déjà à l'époque, parce que les demeures seront plus grandes, parce que, vous allez voir, on va vraiment faire en sorte que ces demeures offrent un extérieur, et puis, selon leur situation, eh bien, qu'elles sont en capacité d'offrir une vue. Alors, vous avez ici le pays voironnais, et ces maisons, dont je vais vous en présenter 6 au total, elles sont un petit peu, vous le voyez, hein, éparpillées un peu partout sur le territoire. Sachant que Grenoble est ici, et il n'empêche que... Oh, je suis désolée. Je ne suis pas une experte. Il n'empêche que toutes ces demeures, on va, par rapport aux exemples que j'ai choisis, vous allez les voir évoluer. Ce sont soit des demeures qui étaient déjà existantes et que l'on va agrémenter, enjoliver en fonction de la mode de l'époque, soit ça peut être de véritables constructions. Alors la première que j'ai choisie, c'est la demeure de la Colombinière, qui est à Saint-Jean-de-Moiran, donc qui se trouve plutôt au sud du territoire. La seconde, Saint-Aupre, la maison de la Tour. Le Clos Galbert, à la Buisse. Le château de Céliès ou le château du Bourg, à Vorep. Le château de Lomprat. Et puis, pour terminer, le château de Viru. Alors, c'est là où, en vous présentant les demeures, certaines que vous connaissez sans doute, certaines sont plutôt modestes, d'autres sont devenues prestigieuses. En tout cas, on a une évolution au niveau de l'architecture qui est achetée par Lady Guerre pour l'offrir à sa maîtresse, qui deviendra d'ailleurs sa femme, qu'on appelait Dame de Noiran. Et c'est une maison qui, rien qu'en la découvrant, nous laisse supposer que le rôle premier de cette demeure, c'était de tenir un rôle défensif. Parce que vous avez ce plan rectangulaire qui va devenir la demeure d'habitation, qui est jouxté par cette tour où on découvre encore des meurtrières. Donc on a vraiment le côté défensif qui est encore très présent. Il n'y a pas eu d'étude archéologique qui a été faite sur cette maison, ni au niveau de l'épaisseur des murs, ni au niveau... Oh, mais c'est pas possible! Ni au niveau des études des élévations. Donc je ne peux pas vous affirmer qu'à partir de cette tour, on a aménagé une demeure sur des bases déjà existantes, ou c'est une construction du XVe siècle qui va évoluer à partir du XVIIe siècle. On est dans une maison au départ très classique. C'est une maison qui offre un intérêt puisqu'elle a 2 niveaux d'élévation. On n'a pas encore de régularité au niveau de la façade, ce qui nous fait dire que c'est la façade de prestige, c'est la
porte et surtout l'encadrement de la porte. Alors cette maison, elle a été vendue par la veuve de Lesdiguières à un maître des finances. Donc c'est un des métiers annexes du Parlement. Ça veut dire qu'on va très vite voir apparaître une hiérarchie au niveau des fonctions présentes au Parlement. Des maisons, on va dire des maisons fortes qui évoluent en résidence, c'est ce qu'on va appeler les châteaux de plaisance, les demeures de plaisance. Plus elles seront importantes, plus elles appartiendront à une catégorie sociale élevée au sein du Parlement. Cette maison, elle présente encore des éléments qui sont fin XVIe siècle, avec ses fenêtres à meneaux. Mais petit à petit, on va de plus en plus évoluer vers des grandes ouvertures parce qu'il faut que la lumière accède à l'intérieur des demeures. On n'a plus besoin de se protéger, donc on apporte du confort par la lumière. On note aussi déjà un extérieur, avec également une autonomie au niveau de ces demeures, puisque sur la maison de la Colombinière, on a encore la présence des communs qui sont accolés à la maison résidentielle, au corps de bâtiment résidentiel. Cette maison est aujourd'hui une propriété privée, donc elle ne se visite pas. Et c'est la même chose pour la maison de la Tour, qui, elle, se situe à Saint-Aube. C'est une maison qui n'est pas isolée dans la campagne, puisque, vous le voyez, vous avez la présence du clocher. Donc on est au centre du village. On est toujours dans une bâtisse qui est assez simple au niveau du corps de logis. On est sur une maison qui date du XVIe siècle. Par héritage, elle est arrivée dans la famille de Maximin. Et Maximin était, lui, un huissier de justice au Parlement. On a toujours ces bâtisses qui, dès l'extérieur, nous laissent supposer l'aménagement intérieur. On a un rez-de-chaussée, avec toujours la porte, le seul décor qui permet la mise en valeur de la façade pour la positionner comme la façade de prestige. On a deux autres niveaux d'élévation, avec un premier étage dont les fenêtres reposent sur un bandeau en pierre, donc on est en train de rythmer la façade par des travées verticales qui sont données par les ouvertures et par ce bandeau de pierre que l'on retrouve pour délimiter les étages sur laquelle reposent les ouvertures. Et au niveau du deuxième, on a des ouvertures qui sont encore des fenêtres à meneaux, qui sont beaucoup moins élevées, beaucoup moins hautes que celles du premier étage, que l'on va très vite considérer comme l'étage noble. Donc c'est l'étage où le maître de maison vit, où il peut recevoir. Dans ces demeures, on a encore toutes les pièces de service qui sont généralement au rez-de-chaussée. Et au deuxième niveau d'élévation, on a des fenêtres beaucoup plus basses parce qu'on est en présence certainement de ce qu'on appelle un attique, un demi-étage, avec des plafonds qui sont certainement très bas. La partie que vous avez sur la droite, c'est un rajout, donc qui est beaucoup plus contemporain. Et puis on évolue un petit peu, et cette gravure nous permet de découvrir la vallée de l'Isère, et puis ici, le village, l'église et le village de la Buisse. À cette époque-là, vous le voyez, on n'a pas encore l'aménagement et la route que nous connaissons actuellement nous permettant de traverser la Buisse pour rejoindre Grenoble. Autrefois, donc, la route qui reliait Grenoble à Voiron, elle passait derrière le village pour rejoindre la cité de Grenoble. C'est à la Buisse que s'est installée dès le XIVe siècle la famille de Galbert, dans un petit domaine. Et au XVIIe siècle, on a Oronce de Galbert. Alors, on a son père déjà qui s'appelait Oronce. Lui s'appelle Oronce de Galbert, son fils s'appellera également Oronce, donc on parle souvent de Oronce Ier, Oronce II, Oronce III. Moi, je vais m'intéresser à Oronce de Galbert, né en 1720 et décédé en 1776, qui lui a
le Parlement du Dauphiné. Donc on monte toujours dans la hiérarchie sociale. Ce portrait est intéressant parce que quand on est conseiller, à cette époque-là, on n'a pas encore pleinement conscience du rôle que l'on joue. Et je vais vous en parler. Par contre, on est très conscient de sa position sociale. Donc ce portrait est intéressant parce que Oronce, il se présente comme un homme de cour, comme un homme de la noblesse, avec la parure qu'il vous présente. C'est un homme qui est très droit, qui présente donc une bienséance qui atteste de la réussite. Oronce de Galbert, il était conseiller quand en 1763, le Parlement du Dauphiné a été contraint à l'exil par le roi. Alors, qu'était-ce que cet exil? Vous vous rappelez que les parlementaires ont un droit de remontrance sur les lois qu'ils doivent enregistrer. Or, à cette époque-là, le roi a besoin d'argent. Quand le roi a besoin d'argent, il augmente les impôts. Il y a une augmentation successive des impôts qui déplaisent aux conseillers, aux parlementaires dont Oronce fait partie. Ils envoient première remontrance, humble remontrance, puis itérative remontrance. Le roi ne cède pas et il décide de faire enregistrer la loi par la force. Donc, il demande au gouverneur de la province d'être présent et de demander aux conseillers d'enregistrer la loi. Sauf que les conseillers ne sont toujours pas d'accord. Et quand le gouverneur de la province se présente, eh bien, il décide de le faire arrêter. Mais c'est le roi qui décide. Et le roi va leur imposer la libération du gouverneur et il va les contraindre à l'exil. Nous sommes en septembre, l'exil est prévu pour le mois de décembre, donc ça veut dire qu'ils ont le temps de préparer leur exil, et c'est assez amusant parce qu'Oronce de Galbert, justement, dans son cahier des comptes, il raconte cet exil. Et il dit qu'au moment du départ en exil, obligation de faire un arrêt à Lyon pour acheter des habits. Parce que l'exil, il est prévu à Melun, Fontainebleau et Marly. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, on a plus de 59 conseillers, plus de 10 présidents. Donc il faut acheter un costume. Un costume pour aller à l'opéra à Paris, par exemple. Un autre costume pour aller au Grand Zoo de Marly. Et puis un troisième quand on est à un repas. Et cet exil, qui va commencer au mois de décembre, le roi va être obligé de se rétracter et de sommer la fin de l'exil au mois de mars. Quand les parlementaires reviennent à Grenoble, ils sont accueillis en grande pompe, ils sont fêtés parce qu'ils ont osé s'ériger contre le roi, et le roi, à un moment donné, a cédé, puisque le roi a mis fin à l'exil. Donc, on monte toujours dans cette hiérarchie, et on voit que le 3e Parlement de France, c'est pas rien quand même, et que ce sont les conseillers qui font le Parlement. Le Parlement de Grenoble a certainement été l'un des parlements qui a posé le plus de problèmes au roi de France. Alors, Oronce de Galbert, vous avez toujours le Clos de Galbert, qui est une propriété qui appartient encore à la famille de Galbert, qui aujourd'hui est au cœur du village de la Buisse. Elle est précédée, cette façade, d'une allée qui la relie avec la route actuelle qui traverse la Buisse. Sauf que, autrefois, la route, elle passait derrière la demeure. Donc, elle passait à flanc de coteau. Ça veut dire que quand des travaux ont été faits pour améliorer la liaison entre Voiron et Grenoble, les maisons, elles s'adaptent. C'est-à-dire qu'on inverse l'entrée de la demeure. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous êtes devant la façade principale, la façade d'accueil du Clos de Galbert. Alors, il y a une évolution au niveau du bâti. Vous avez un bâti légèrement en U, avec la façade principale qui présente 5 travées, mais 3 travées sur le corps de logis central, avec une mise en valeur par le fronton. Et au cœur du fronton, vous avez ce petit oculus. Oculus que vous retrouvez au niveau
principale. De grandes ouvertures qui apportent donc, qui attestent de la luminosité à l'intérieur de la demeure. Une porte qui est la porte d'entrée principale du logis, mais qui est cantonnée, vous le voyez, de deux autres portes, qui laissent supposer, parce que à l'intérieur, on a un aménagement qui se met en place, qui laisse supposer derrière ces deux portes la présence d'escaliers, et ces escaliers qui desservent les étages supérieurs. Seconde façade. Façade qui est orientée côté Grenoble, avec toujours une façade très classique. On retrouve le bandeau qu'on a découvert tout à l'heure sur la maison de la Tour, qui permet de délimiter les niveaux d'élévation avec du classique au niveau de l'aménagement, de l'organisation des façades, de grandes ouvertures. Et le seul décorum de ces façades sont situées sur le toit. On a la présence de lucarnes, avec au centre une lucarne et une ouverture plein cintre, et puis sur les deux lucarnes latérales, vous avez la présence de ces petits oculus. Par rapport à cette photo, on voit déjà la présence d'un extérieur. On est dans un domaine qui est clos, mais qui malgré tout permet de découvrir un parc avec ici, à la Buisse, la présence de l'eau. Et il existe depuis fort longtemps dans cette demeure une source qui coule le long de l'église et qui ensuite agrémente le parc et qui permettait de faire tourner dans un premier temps un moulin, ensuite une scierie, ce qui veut bien attester que ces domaines, ils doivent être quelque part en possibilité de vivre en autarcie. Hein. Il faut qu'ils répondent et qu'ils puissent répondre à l'entretien nécessaire à une demeure comme celle-ci. Donc c'est encore des façades qui sont très sobres, où l'élégance n'est attestée que par la lucarne au niveau des toits, et un parc qui commence à prendre de plus en plus d'importance, un parc qui est au service de la demeure. Il doit mettre en valeur le bâti. L'eau est omniprésente à la Buisse, et en fait la façade que vous venez de voir, elle permet d'avoir une vue sur ce grand paysage en direction de Grenoble, sur la vallée de l'Isère, et puis la présence de l'eau. L'eau qui ici a été canalisée, qui sera utilisée mais beaucoup plus tard au XIXe siècle. Et l'eau, c'est aussi le prestige, c'est-à-dire que l'eau doit amener le décorum dans ces demeures. Alors, on a l'eau, on va dire, on a l'eau dormante qui symbolise la plénitude, la quiétude, et puis vous avez ici la présence du bassin avec le jet d'eau. Là, c'est plutôt l'eau courante, l'eau vivante, qui veut attester symboliquement du rôle de la transmission. C'est-à-dire que à cette époque-là, encore, un domaine, il doit être transmis. La transmission passe par les naissances. L'eau vivante symbolise la nécessité de la transmission. À l'arrière, donc un grand parc avec une allée que l'on devine, une allée arborée qui donnait accès à un portail qui reliait la demeure avec l'ancienne route qui permettait la liaison entre Voiron et Grenoble. Encore une fois, on a complètement retourné l'axe d'entrée de cette demeure. Un autre exemple. Alors là, vous êtes en présence d'un plan cadastral qui nous permet effectivement de saisir que nous sommes à l'intérieur d'une bourgade. Alors en fait, nous sommes ici à Vorep. Et c'est au cœur de la bourgade que va s'édifier un château avec son parc. Donc le château ici, la demeure, le parc, et puis une entrée qui mettait en lien direct la demeure du château du bourg avec le bourg de Vorep. Aujourd'hui, l'entrée a été modifiée. Nous n'entrons plus dans cette propriété qui est privée aujourd'hui. On n'entre plus
dans le château par l'entrée d'origine, mais aujourd'hui, l'axe qui permet de traverser Voreppe, c'est celui-ci. Ici, vous avez une parcelle qui est encore vide à l'époque, mais qui a été entièrement aménagée, et l'accès se fait aujourd'hui par cette parcelle qui, vous le voyez, présente un portail avec un accès à ce qu'on appellerait une cour d'honneur, le château et deux pavillons, deux avant-corps qui mettent en valeur, encore une fois, le bâti. Alors, cette façade d'un peu plus près, on est toujours sur des façades très classiques, avec un rez-de-chaussée, un premier étage, avec toujours ce cordon qui permet visuellement le passage d'un niveau à un autre, et puis une toiture à forte pente avec des lucarnes, et on a une double niveau sur cette toiture, avec un niveau de prestige qui permet par les ouvertures d'imaginer qu'on a des hauteurs sous plafond qui sont quand même encore intéressantes. Et puis on a un deuxième niveau d'élévation au niveau du toit qui, avec ces petites ouvertures, nous laisse supposer que s'il y a présence de pièces, elles sont beaucoup plus réduites. Donc on peut aller jusqu'à imaginer qu'on avait logement du personnel ou simplement aération pour une charpente qui doit être suffisamment solide pour supporter une toiture comme celle-ci. Un nouvel élément qui apparaît ici, c'est le seuil. Ben oui, parce que là, on est en présence d'un parlementaire qui a fait construire ce château. Il était dans un premier temps conseiller, et puis il va devenir président du Parlement. Je ne parle pas encore de premier président du Parlement. Il est un des 10 présidents du Parlement du Dauphiné. Et on montre, encore une fois, dès l'instant où l'on approche de sa demeure, on montre encore son statut social. C'est-à-dire que vous êtes attendu, mais le maître des lieux vous attendra au sommet du seuil. C'est vous qui faites l'effort de venir à lui. On se positionne socialement par des éléments d'architecture que nous n'avons pas encore vus dans les demeures précédentes. Alors une photo ancienne, mais j'aime bien parce qu'on va voir qu'au niveau de l'évolution, peu de choses ont changé. On a toujours, donc là on est la façade côté sud, donc le regard sur Grenoble, avec toujours une façade d'une grande sobriété, toujours ce décor qui n'est attesté que par la présence des lucarnes sur le toit, et puis un toit à forte pente qui assoit la demeure, qui lui permet de s'imposer en tant qu'architecture. Donc là encore c'est important parce que rappelez-vous, les premières demeures, elles avaient au niveau des toitures des pentes qui étaient plutôt limitées. Et comme par hasard, on était en présence de fonctions parlementaires qui étaient pas au bas de l'échelle, mais plutôt à une échelle moyenne. Là, on est déjà dans des parlementaires qui ont besoin d'affirmer leur réussite sociale. Donc le bâti en lui-même doit correspondre à cette réussite. Et puis on a l'apparition de ces hauts fûts de cheminée qui laissent penser qu'à l'intérieur, vous avez un confort qui est de plus en plus important. On a toujours la lumière avec les grandes ouvertures, et puis on a ces cheminées qui laissent supposer que vous en avez pratiquement dans toutes les pièces. Voilà la façade aujourd'hui, donc peu d'évolution. Toujours au niveau du rez-de-chaussée comme au niveau du premier, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des ouvertures qui sont d'égale importance. On perd le côté organisation linéaire, puisque désormais on n'a plus le petit cordon de pierre, donc on essaye de donner de l'élégance à la demeure. Donc on a ces lignes verticales qui sont très importantes et qui lui donnent un peu d'envolée. Donc le bâti, il est moins ancré au sol. On devine qu'il y a un extérieur, et effectivement, à Voreppe, le jardin prend toute son ampleur. Le jardin au service de la demeure. On est dans une demeure qui est close. On est là encore en pleine ville, puisqu'on est à proximité de l'église. Donc on est dans des demeures de prestige qui sont closes, qui gardent une intimité et qui en même temps sont en lien direct avec
6e, puisqu'on est au cœur de la ville. Alors, vous allez le voir, au niveau du parc, on a encore une organisation très classique. On est dans un jardin qui est très géométrique. On a les parterres de verdure, toujours la présence de l'eau, donc la quiétude, le repos, et puis également le fait qu'il y a la vie. Et on a l'apparition des premières fleurs. Alors, soit la présence dans les buis de ce décorum qui fait aussi, qui positionne la demeure comme une demeure familiale. C'est une demeure dans laquelle on vit et dans laquelle on vit en famille, où la femme petit à petit va prendre un rôle de plus en plus important. La femme ne va pas avoir une vie publique, mais en tout cas elle va avoir une présence quand on va recevoir dans ces demeures. La femme restera la maîtresse de maison, donc on a toutes ces fleurs, toutes ces essences qui, vous le voyez, sont en pot parce que l'hiver on les rentre, parce que de préférence on positionne des agrumes pour montrer encore une fois sa réussite. Donc on a très souvent à proximité des communs avec des orangeries qui permettent de stocker ces essences. Et en fait, on féminise les demeures de parlementaires. Et la féminité, elle passe d'abord par le jardin. C'est plus tard qu'elle rentrera à l'intérieur des demeures. On a aussi, ce qui est intéressant, un aménagement paysager. On n'a pas un jardin pour un jardin, on se rend compte aussi qu'on on se sert de la topographie et qu'on aménage des petites terrasses qui sont... Alors, ce n'est pas le fantôme de l'opéra qui réapparaît, c'est simplement parce que malheureusement, je souhaitais vous parler du petit bijou de ces maisons parlementaires, c'est le château de Lomprat. Et pour parler du château de Lomprat, on est obligé de parler de Pierre-Antoine de Pascalis. Parce que Pierre-Antoine de Pascalis, c'est celui qui va hériter de la demeure et qui va complètement transformer ce petit château. Donc voilà, j'avais juste envie, même si c'est pas très saillant, de vous le présenter. Et puis surtout, ça me donne l'occasion. On a parlé du Parlement, on a parlé des parlementaires, on a dit comment est-ce qu'on devenait parlementaire, mais il y a tout un protocole quand on est parlementaire, et le protocole, il passe par l'habit. Et au château de Lomprat, on avait la chance d'avoir encore une robe de parlementaire. Alors, Pierre-Antoine de Pascalis, il a d'abord été conseiller au Parlement, puis il est devenu président du Parlement. Je ne vous parle toujours pas de premier président du Parlement. Mais il n'empêche que tout parlementaire a deux robes. Une robe noire et une robe rouge. La plus utilisée, c'est la noire. Parce que la rouge, seule la portaient constamment les présidents. Les autres parlementaires ne portaient la robe rouge que pour des cérémonies importantes, qu'au moment des festivités religieuses. Sinon, ils portaient la robe noire. La robe rouge, la couleur rouge. Le rouge, c'est la puissance, c'est la force. Le parlementaire, rien que par sa robe, dégage la force, la puissance, et surtout, c'est le rouge qui dit qu'on rend la justice. Et on rend la justice au nom du roi. Cette robe que vous voyez, elle est rouge, et comme elle est présentée, vous voyez qu'il y a beaucoup d'ampleur. Eh bien en fait, justement, c'est voulu. Le corps du parlementaire, il va être noyé dans cette robe. Mais quand il va s'exprimer, ses gestes vont prendre beaucoup d'ampleur et vont lui donner aussi une crédibilité. Ça va asseoir son rôle, son importance. Donc c'est voulu, l'ampleur de la robe est voulue. Vous avez aussi un accessoire important, c'est le bonnet. C'était très silencieux, les parlements, au cours des séances. Si on voulait prendre la parole, il suffisait de poser son bonnet sur l'épaule gauche. Et à ce moment-là, le premier président du Parlement donnait la parole, les uns à la suite des autres, à ceux qui avaient posé leur bonnet sur leur épaule gauche. Un autre photo qui n'est pas très bonne non plus, mais un autre attribut
Pour prendre la parole, il le posait sur l'épaule gauche. Mais quand ils devaient voter un texte, s'ils étaient d'accord avec le texte en question, ils posaient leur bonnet sur ce tabouret. Voilà, donc il y a énormément de codes, énormément de protocoles dans le Parlement. Et on en arrive à ce petit bijou du château de Lompra. Alors, château de Lompra, qui à l'origine est une maison forte. De ce côté défensif, il ne reste plus que les douves, qui ont été aménagées aujourd'hui, je dirais plus en parterre d'eau, mais on lui a quand même gardé ce côté défensif. Ensuite, Lompra, il est situé dans la vallée de la Valdaine, à l'extérieur de Saint-Joire-en-Valdaine, et on y accède par une allée d'arbres qui, en franchissant un premier portail, vous conduit dans ce que l'on appelle la cour des communs. Alors, on l'appelle comme cela parce que vous voyez que la cour est fermée par des communs. Vous aviez les étables, les écuries, les magnaneries, vous aviez le lavoir, etc. Et au centre, un bassin et toujours beaucoup de géométrie avec un autre portail qui conduit, qui laisse supposer qu'on a accès à un parc. Pour l'instant, je ne parle pas de jardin. Vous franchissez les douves par le biais d'un pont-levis qui vous conduit sur une petite île. En fait, la cour des communs, le parterre que vous devinez ici, le parc, sert d'écrin à la demeure résidentielle. On a beaucoup d'évolution au niveau de l'architecture. Alors il faut savoir que Pierre-Antoine de Pascaly, c'est un homme parlementaire. Comme je vous l'ai dit, tous les parlementaires ne sont pas forcément assidus à toutes les sessions. Et Pierre-Antoine de Pascaly, il a une passion, c'est l'art et la culture. Et quand il hérite de ce domaine, lui, il a dans l'idée d'en faire un lieu de résidence précieux pour lui et son épouse. Et pour ce faire, il se déplace à Paris et il est extrêmement touché par les petits appartements royaux de Versailles. Et il décide de faire à Lompra une réplique des petits appartements royaux de Versailles. Donc ça veut dire qu'il décide de garder la structure telle que vous la découvrez aujourd'hui. Donc c'est un corps de logis qui est jouxté par deux ailes, donc on a encore une architecture en U. Et dès votre entrée à Lompra, ne serait-ce que par cette vue panoramique que vous découvrez ici, visuellement, il y a une unité qui est présente. Parce que à ce bâti en U répond, dans la cour des communs, ce U qui fait face à la demeure. Et comme ce U est beaucoup plus important que celui-ci, il l'englobe. Il l'englobe et en même temps, il le met en avant. On a l'importance des toitures. Ces toitures qui sont particulières de notre région, puisque vous savez que Fortepan, brisée à la base par le Coyot, c'est la fameuse toiture dauphinoise. La façade de prestige que vous découvrez ici, alors toujours, encore une fois, beaucoup de rigueur, mais en même temps, beaucoup d'élégance. Cette élégance, elle est donnée par le fait que vous avez de hautes ouvertures et que dans la partie centrale, vous avez toujours la présence de ce décor. Vous n'avez pas de rupture au niveau des élévations qui est donnée par les cordons. Au contraire, tout s'élève jusqu'au clocheton positionné centralement sur la toiture. Et on a cette élégance qui est accentuée non pas par des grandes ouvertures, des grandes lucarnes sur le toit, mais par de toutes petites ouvertures qui vous conduisent directement au faîtage du toit. Cette élégance, elle est donnée uniquement par la verticalité. Et c'est là où, à Lompra, on atteint, je dirais presque, le summum, parce que vous êtes ici avec une autre vue. On a non pas un jardin, vous avez toujours les douves, on a non pas un jardin, mais on a ce qu'on
donne justement sur l'extérieur. Et puis tout de suite ici, vous avez le grand paysage qui est à l'orée de la propriété. Et cette façade de prestige, eh bien, elle a toujours cette élégance donnée par cette verticalité. Et je crois que c'est à l'Ompra que l'on comprend le mieux un décor extérieur qui laisse supposer un décor intérieur tout aussi charmant. Et je dirais même plus, à l'Ompra, vous allez voir qu'on a un décor extérieur qui ouvre la porte au raffinement. Alors voilà par exemple le salon du château de l'Ompra. Alors il faut savoir que Pierre-Antoine de Pascalis, c'est quelqu'un qui a mis plus de 40 ans pour réaliser le château tel que vous le découvrez aujourd'hui. Pour ce faire, il a fait travailler tous les artisans locaux, que ce soit au niveau des dorures, parce que la dorure n'est plus tellement au goût du jour à la fin du XVIIe et XVIIIe siècle, mais la dorure, quand elle existe, elle doit être forcément réalisée à la feuille d'or, donc ça demande la présence d'un spécialiste. Et puis surtout, vous le savez, à l'Ompra, on va travailler avec la fameuse dynastie des H, qui va travailler à demeure, puisqu'aujourd'hui, vous avez le musée du bois à l'Ompra qui nous permet d'apprécier encore les outils. Ça veut dire qu'à l'Ompra, vous avez tout ce qui est menuiserie, tout ce qui est huisserie, tout ce qui est parquet, qui a été entièrement réalisé sur place. Ça montre qu'on veut donner de la qualité à la décoration de la demeure. Si vous connaissez un petit peu l'évolution des décors intérieurs, on est dans le raffinement complet. On est dans le raffinement parce que sur les murs, on n'a plus de tentures. Les tentures disparaissent au profit des peintures, au profit encore de la présence des miroirs qui imposent une perspective, qui accentue la clarté. Et puis surtout, on a l'apparition de la couleur. Et la couleur ici, c'est toujours cet or, ces parures or qui donnent de la clarté, qui donnent de l'embellissement à l'intérieur. Et les couvertures de sièges sont réalisées en soie par les célèbres ateliers Tassinari et Châtel. Chaque pièce, à partir de cette époque, va avoir une fonction qui lui est propre. Donc ça, c'est quand même une nouveauté. C'est-à-dire que on a la salle à manger, on aura le salon, on aura les chambres, on aura le cabinet de travail. Toutes les pièces ne sont pas ouvertes à tout le monde. Donc les pièces de réception se doivent d'être luxueuses, mais pas imposantes. Et elles se doivent surtout de mettre en avant le raffinement. Ça, c'est une grande nouveauté et honnêtement, on peut y voir honnête, le château de l'Ompra en est la plus belle représentation. Vous avez également dans ces intérieurs, autrefois évidemment, dans les demeures qui étaient des demeures défensives, on avait bien sûr la présence des escaliers qui permettaient d'accéder d'un étage à un autre, mais ils étaient souvent dans les tours et c'était principalement des escaliers à vis. Là, dans les demeures à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, l'escalier prend un rôle important. Il est considéré comme un élément de décor intérieur et plus l'escalier est prestigieux, plus il veut symboliser votre réussite sociale. À l'Ompra, quand vous entrez dans le château par la porte principale, eh bien, vous accédez directement à l'escalier. Un escalier donc qui est positionné de manière à ce que vous l'empruntiez pour aller aux étages supérieurs. C'est un escalier de prestige. Mise en valeur par sa rambarde et puis mise en valeur également par le décor que l'on découvre sur les murs. Ce n'est pas du marbre. On fait appel à des artisans italiens que l'on appelait les hirondelles parce que tout simplement, en venant d'Italie, ils passaient l'école au printemps, donc au moment de la fonte des neiges, comme les hirondelles. C'est pour cela qu'on les appelle ainsi. Et là encore, cela positionne le côté très raffiné de l'Ompra. On n'hésite pas à faire venir des spécialistes dans le décorum. Donc dans la totalité de la demeure, vous avez ce côté raffinement qui doit être omniprésent. Alors une autre demeure, pour y arriver, je vais d'abord vous parler de leurs représentants. Alors je ne sais pas si, quand je vous évoque Artus Ier de Saint-André, vous la
associé forcément à une demeure? Non. Alors, les pruniers de Saint-André, ils sont associés au château de Virieu. À savoir que le château de Virieu, au départ, c'est un mode castral qui va évoluer en château de pierre grâce à une famille, la famille des Virieu. Sauf qu'au cours de leur histoire, le château de Virieu, par mariage, va passer dans la famille des Clermont, autre famille très importante du territoire. Et les Clermont, au XVe siècle, ont la possibilité de se rapprocher du roi de France, de se faire construire le château d'Ancy-le-Franc. Pour cela, ils ont besoin d'argent. Donc, ils vont vendre certaines de leurs propriétés. Et Antoine de Clermont va vendre dans un premier temps le château de Virieu. Et il le vend à Artus Prunier de Saint-André. Alors, c'est le fondateur de la lignée des Saint-André du Dauphiné. Mais ils ne sont pas originaires de notre territoire. Les Pruniers de Saint-André, ils sont originaires de la Touraine, de l'Anjou plus exactement. Et Artus Prunier de Saint-André, en fait, il a été nommé gouverneur de Provence et également maître séculier du Dauphiné. Donc c'est une position importante. Ça veut dire que quand il arrive sur ce territoire, qu'il apprend que le château de Virieu est en vente, il veut l'acquérir. Parce que quand on vient de l'étranger, il faut déjà se faire accepter. On a beau avoir une fonction, il faut qu'on soit reconnu. Pour être reconnu, il faut se positionner sur le territoire. L'occasion, elle est merveilleuse. Le château de Virieu, il est reconnu, il l'achète. C'est son fils, Artus II. Artus II, vous voyez, il a la robe de parlementaire. Artus II, il est d'abord conseiller du Parlement du Dauphiné, en même temps qu'il est premier président du Parlement de Provence. Il restera premier président du Parlement de Provence jusqu'à sa mort. Et de conseiller au Parlement du Dauphiné, il deviendra président. C'est le premier magistrat de Grenoble qui va se rallier à la cause d'Henri IV. Celui qu'on connaît le mieux, c'est Gabriel Prunier de Saint-André. Mais on est déjà à la fin de la dynastie. Entre Artus II et Gabriel Prunier de Saint-André, il y a eu deux membres de cette famille importante. Les Prunier de Saint-André, c'est la lignée de magistrats la plus importante dans l'histoire du Dauphiné et dans l'histoire du Parlement du Dauphiné. Donc ils ne sont peut-être pas originaires de notre région, ce sont des financiers à la base, et de financiers, ils deviennent des incontournables du Parlement de Grenoble, du Parlement du Dauphiné. À tel point que le fils d'Artus II, Laurent Prunier de Saint-André, recevra Louis XIII lorsque ce dernier viendra remettre l'épée de connétable à Lesdiguières. Pourquoi est-ce qu'il le reçoit à Virieu? Tout simplement parce qu'il est premier président du Parlement du Dauphiné. Pour l'instant, c'est la seule lignée dont je vous parle d'un premier président du Parlement. Donc on monte toujours dans la hiérarchie sociale. On n'a pas acheté une demeure qui correspond à l'époque, mais on a acheté une demeure qui est une demeure ancienne et qui atteste le pouvoir que l'on a entre les mains. Aucune autre demeure que Virieu pouvait correspondre à l'image qu'il souhaitait donner. Laurent Prunier de Saint-André va être celui qui accueillera le roi Louis XIII dans son château à Virieu, hors de Grenoble. Et vous aurez Nicolas Prunier de Saint-André qui deviendra gouverneur de Venise pour le roi Louis XIV, qui fera de nombreuses actions au service du roi, qui lui permettra d'obtenir la couronne de marquisat pour le domaine de Virieu. Donc vous voyez, l'ascension sociale, elle continue d'être omniprésente. Et on arrive à Gabriel Prunier de Saint-André, qui, dès l'âge de 26 ans, jusqu'à sa mort, sera premier président du Parlement du Dauphiné. Donc il est représenté avec sa robe de parlementaire et avec le manteau d'hermine. Il a la toque avec les deux liserés d'or, ce qui atteste qu'il est
premier président du Parlement. Alors, on achète une demeure. On achète une demeure qui n'avait pas du tout l'aspect que vous lui connaissez aujourd'hui. On achète une demeure qui était comme un château de défense. Et on a étêté la partie haute de ce château pour construire, pour aménager un château résidentiel. Vous avez donc toute cette élévation, en fait, elle s'est faite au-dessus de la partie basse de la façade sud. Alors, on en a peut-être une autre je vous montrerai tout à l'heure, on le verra mieux. Mais cette partie grise au niveau de la façade, si on la suit, à la base des fenêtres, on dessine les créneaux et les merlots. Donc, on est bien au-dessus des remparts. Donc, rempart qui protégeait un château de défense. Un château de défense qui va être complètement réaménagé avec cette élévation qui permet donc d'avoir ces grandes ouvertures. Deux niveaux d'élévation, la partie nuit et la partie prestige. Sur les remparts existants, on va édifier ce qu'on appelle aujourd'hui les terrasses. Et puis, côté sud, on va aménager un jardin. Alors, on peut parler d'un jardin à la française par rapport à son organisation. Les intérieurs sont beaucoup plus sobres que ce que l'on a pu découvrir au château de Lomprat. Encore une fois, au niveau du décor, on est un petit peu dans on est obligé en fait de s'adapter par rapport à l'existant. Donc, que veulent les Pruniers de Saint-André? C'est se positionner, eux, dans la réussite sociale. Donc, on repositionne une galerie de portraits. On reconnaît ici Artus Prunier de Saint-André, et puis sa première épouse, sa seconde épouse. Et au niveau du mobilier, on est encore à la jonction entre le château résidentiel et le château de plaisance, parce qu'on a encore la présence de ces tentures sur les murs, sachant qu'on a des murs beaucoup plus épais ici qu'à Lomprat. Alors, pour revenir sur cette façade, on le voit peut-être beaucoup mieux ici. Donc, vous voyez, on a toute la partie basse avec ces matériaux qui vous laissent bien supposer les aménagements. Vous suivez les lignes de rempart, et puis cette ligne que l'on retrouve, donc on est dans la partie forteresse médiévale du château, avec un aménagement beaucoup plus récent. On est à la fin du XVIIe siècle, et on conserve les tours, on rehausse même le donjon, parce qu'encore une fois, les Pruniers de Saint-André, pour se positionner, eh bien, ils œuvrent avec des codes, et on dit que plus un donjon est haut, plus il atteste de la puissance de la famille, donc on ne va pas hésiter, alors que le donjon ne va plus du tout jouer son rôle défensif, on n'hésite pas à rehausser le donjon pour montrer sa puissance, et on conserve les tours, parce que les tours, c'est la puissance, c'est la force. On aménage également une cour intérieure, avec une galerie qui est un élément de confort, parce qu'on est quand même dans les terres froides, donc on a des saisons qui sont très marquées. Donc la galerie, elle a un but pratique, c'est de se protéger du soleil quand il fait trop chaud, de se protéger de la pluie, ou de se protéger, de se protéger de la neige. Et puis on positionne des canons qui ont été offerts par le roi Louis XIII, qui sont cloutés à la paix, mais qui montrent encore une fois ce lien particulier qui unit la famille des Pruniers de Saint-André au roi par rapport à cet accueil qu'il y a eu dans la demeure. On a un aménagement des jardins avec les ferronneries aussi qui prennent toute leur importance. Les ferronneries dans lesquelles on retrouve les anagrammes de la famille des Pruniers de Saint-André. Et puis ce lien extérieur-intérieur. Et ces 4 carrés de verdure qui sont importants parce que vous avez la présence de la griffe de lion. Vous avez la symbolique du chiffre 4. Ça veut dire que toute personne qui arrivait à Virieu pouvait attester que vous n'étiez pas dans une demeure royale, parce que sinon on aurait eu 5 par terre, mais vous êtes dans un domaine attribué à la noblesse, et puis les griffes de lion qui veulent attester qu'on a reçu un roi de France. On a également à Virieu la présence de l'eau, avec des bassins, donc on n'a pas d'eau dormante à Virieu, mais on a de l'eau qui atteste par les jets d'eau la pérennité du domaine avec la transmission. Et puis cette façade qui donne sur la vallée de Virieu, qui elle aussi a été entièrement réaménagée,
avec toujours, hein, on voit bien la partie basse de oh, je crois que vous allez me maudire à la fin. La partie basse de la demeure, hein, avec ses matériaux, avec le rehaussement des tours, avec toujours cette toiture. Alors, on n'a pas de logement ce ne sont pas des pièces sous comble, mais c'est simplement des ouvertures pour aérer la charpente. Et puis ce rajout, hein, de ce petit corps du bâtiment, qui est un rajout 19e siècle, et la partie la plus ancienne du château, qui est celle-ci. On a un rôle très important des jardins. Encore une fois, le jardin est au service du bâti. Il est là pour le mettre en valeur. Donc les parcs vont prendre de plus en plus d'importance. De la façade de cette terrasse, on a une vue quand même sur la vallée de la Bourbe, donc qui prouve encore une fois l'importance de cette ouverture sur l'extérieur. Les jardins, c'est un va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur de la demeure. Et puis l'ouverture sur le grand territoire, sur le grand paysage, qui montre encore une fois, qui veut encore une fois asseoir le rôle social que l'on a en étant un parlementaire. Alors, c'est une carte un petit peu tronquée de ce pays voironnais pour vous montrer un petit peu la disparité de ces demeures. Je n'en ai cité que 6, il y en a d'autres, hein, qui peuvent peut-être pour vous être pas du tout significatives. Je pense entre autres à la maison Bazir à Saint-Julien-Gras, qui est aujourd'hui un centre hospitalier et qui fait partie de ces maisons de parlementaires qui ont été énormément remaniées. Donc il y en a beaucoup sur le territoire. Parlementaire, c'était une fonction importante. Je voudrais juste conclure en disant que parlementaire au départ, c'est un métier. Humbert II, dernier dauphin du Viennois, quand il crée le conseil delphinal, c'est dans un but de rendre la justice. Donc il faut être professionnel. Au fil du temps, on voit que quand le conseil delphinal devient parlement, les membres de ce parlement deviennent membres d'une noblesse, d'une nouvelle noblesse qui va se situer entre la bourgeoisie et la noblesse d'épée, c'est ce qu'on va appeler la noblesse de robe, et qu'on va passer d'un métier à un statut social. Et vous connaissez l'histoire du Parlement avec la Révolution française, les prémices avec la journée des Tuiles. C'est passionnant, on pourrait encore en parler, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que les parlementaires, ils vont très vite avoir un rôle économique important, puisque c'est eux qui économiquement vont faire vivre Grenoble, qu'au départ, ça n'a pas été facile pour les Grenoblois de vivre quelque part cet exode des parlementaires dans la campagne environnante, parce que quand ils ont quitté Grenoble, ils se sont installés à l'année dans les demeures que nous venons de découvrir. Voilà un petit peu pour ces maisons de parlementaires. Il y a une évolution, on n'a pas bêtement construit des maisons, c'est souvent servi de demeures qui étaient déjà existantes et qu'on a fait évoluer au fil du temps, donc avec une architecture qui suivait la mode de l'époque. Il faut retenir surtout que ces maisons de parlementaires, elles s'inscrivent systématiquement dans un cadre verdoyant, parce que le jardin fait partie intégrante de l'évolution de l'architecture. Ces maisons, elles sont faites pour y vivre, mais elles sont faites également pour recevoir. Donc on a toujours des pièces de prestige, c'est ce que l'on appellera les salons d'apparat, et que ces demeures, eh bien, elles sont représentatives du degré social dans lequel vous évoluez au sein même du Parlement. Voilà un petit peu pour ces maisons de parlementaires. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si, je ne sais pas, vous avez vous-même des exemples de ces maisons. Donc certaines sont prestigieuses, hein, puisqu'elles se visitent. Je pense au château de Lomprat, je pense au château de Virieu. Alors Virieu, pour la petite histoire, vous le savez, hein, est rentré dans la famille des Virieu en 1874. Lomprat n'est jamais sorti de la famille, c'est transmis par les femmes. Le château du Bourg ne se visite pas à Vorep, le Clos Galbert ne se visite pas non plus, mais vous aurez l'occasion, petit aparté, mais vous aurez l'occasion de pouvoir pénétrer à l'intérieur du parc lors d'une prochaine animation qui est Conte au fil de l'histoire,
qui aura lieu au mois d'octobre. Donc il y a un parc qui est très intéressant et avec un bâti qui est intéressant. Et puis sinon, la maison de la Tour ou la maison de la Colombinière. Alors la maison de la Colombinière à Saint-Jean-de-Maurienne est un peu moins facile d'accès, mais la maison de la Tour à Saint-Aupre, elle se voit encore pas mal. Voilà. Moi je tiens à vous remercier. Et puis je tiens à remercier aussi la médiathèque pour son accueil. Et puis le Pays d'Art et d'Histoire qui me donne toujours la possibilité de m'exprimer sur des sujets qui sont multiples et variés. Voilà. Donc merci à vous et puis bonne fin de soirée. Merci.